La sécurité de l'emploi, travailler pour l'État, voici ce qu'était l'idéal pour l'Ivoirien moyen. Mais aujourd'hui, face à la montée galopante du chômage, on se rend compte qu'une autre voie doit être ouverte. Et celle qui est proposée aux jeunes, aux femmes et même aux hommes, c'est la voie de l'entrepreneuriat. Mais est-ce la panacée de tous nos maux? On va donc le découvrir aujourd'hui à travers des expériences de femmes qui savent de quoi elles parlent. Bienvenue, vous êtes à l'émission Entre nos femmes. Installez-vous bien, de bonnes choses arrivent. Alors, mesdames, encore une fois, bienvenue. On va commencer par celle qu'on ne présente plus, l'animatrice vedette principale de cette émission, la grande reine, qui va dire un mot de bienvenue à tout le monde, bien sûr. Oh, je suis flattée, Manuela, et heureuse surtout de te retrouver ces belles dames-là encore sur le plateau. Je voudrais vous saluer, inviter, je voudrais vous saluer, chères dames, qui prenez de votre temps pour nous suivre. Soyez saluées chez vous. Alors, tu as parlé de dames belles et compétentes. On va commencer à ta droite par celle qui se présente maintenant. Oka Alice, bonsoir. Oka Alice, bienvenue sur ce plateau. Merci, Manuela. Et juste en face de vous et à ma gauche, une avec qui on a déjà partagé une expérience qui va se représenter à nouveau. Michel Manoin, bonsoir. Bonsoir à Michel, bonsoir à Reine, bonsoir à vous toutes qui nous suivez. Alors, sans plus tarder, on va mettre les pieds dans le plat. On va donc commencer par un partage d'expérience. Je l'ai dit, le fondement de cette émission sera vraiment la réalité pure. Michel va commencer par nous raconter un peu son parcours, parce qu'elle a un parcours atypique qui va certainement vous passionner. Écoutez attentivement. Alors, pour que ce partage-là ait un sens avec le thème qui nous rassemble ce soir, il faudrait dire que je suis diplômée en marketing communication. J'ai eu mon diplôme en 2004 et bien entendu en 2004 lorsque j'ai fini, je devais même me mettre sur le marché de l'emploi. Je n'ai pas eu la même opportunité que mes promotionnaires. Il y en a qui ont eu déjà un stage ou un emploi ou autre chose et moi j'ai un peu entre guillemets galéré pour pouvoir avoir un petit quelque chose. Alors j'ai commencé donc par faire des demandes comme tout le monde le faisait. Mon père, qui avait beaucoup de relations à l'époque, est passé par ces relations également, mais on ne m'a jamais appelé. Voilà. Et puis, ça a duré pendant un long moment. Toujours aucune demande n'a été acceptée. Et puis, j'ai été approchée donc, par un cabinet de statistiques. Donc, je me suis retrouvée, moi, avec Bac+4, en train de faire donc des enquêtes dans Abidjan, essayer de remplir des fiches pour avoir des enquêtes sur des produits, sur certaines situations et tout, pendant que mes promotionnaires roulaient en voiture, avaient déjà leur position en entreprise, certains sous-directeurs déjà, par le diplôme que nous avions eu, certains avaient déjà des postes de manager ou des postes de chef de division ou de superviseur. Et moi, je me promenais en train de prendre les informations des gens sur un bout de papier. Et puis, vu que j'étais très proche d'un prêtre, il m'a dit, écoute, occupe-toi de ma communication. Donc, je me suis occupée de sa communication, tout ce qui était relatif à ses écrits, à ses enseignements audio. Donc, je m'occupais un peu donc, de la communication dans la communauté à laquelle il appartenait. Lui, essentiellement, le concernant. Donc, je suivais un peu partout. Alors, je n'étais pas salarié, mais quand il avait un petit quelque chose, il me donnait. Il me dit, écoute, ça te permet de payer ton transport, d'avoir un petit quelque chose sur toi en attendant que tu puisses trouver du travail. Donc, il a monté un peu sa boîte de communication. Donc tout autour de son ministère et j'étais un peu donc à la gestion de ça. Toujours pas de travail. Il y a un membre de ma famille qui contacte une de ses connaissances, donc un ami de famille, une amie de la famille, dans une compagnie, dans une entreprise. Donc je vais dans cette entreprise-là parce que, justement, passant par un membre de ma famille. Et c'est assez intéressant, mais il faut savoir que
en Côte d'Ivoire, c'est ce que j'ai remarqué, quand on a un diplôme de marketing communication, il y a cette tendance à vouloir faire de cette personne un commercial. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que tu as fait du marketing que tu as un profil commercial. C'est différent. C'est vraiment... le commercial est inclus dans le marketing et vice-versa, mais ce n'est pas parce que tu as fait marketing que tu es d'office commercial. Donc, quand tu viens, tu te présentes ton entreprise, on voit marketing, automatiquement, on te dit, bon, tu vas au commercial. Bon, moi, j'ai pris ce qui m'avait été proposé. Voilà, donc je suis allée, donc j'étais commercial grand compte de cette entreprise-là. Et puis, j'avais donc ce qu'on appelle une prime par mois. Donc, c'était un fixe, pas une prime, c'était un fixe. Et le fixe était à l'époque de 32 000 francs CFA. Et bien sûr, si j'avais des commissions, parce que tout ce que j'avais comme... j'étais apporteur d'affaires, donc tout ce que j'avais comme commission, normalement, devait se greffer à ce fixe-là. Donc, il y avait des personnes qui se retrouvaient à 2 millions de commissions et tout. Pour ce qu'on proposait à nos clients, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Alors, à chaque fois que je partais avec le client, j'arrivais à le convaincre. Et puis, au moment de signer, le client change d'avis. Donc, au début, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et c'est un peu plus tard qu'un grand frère de la boîte va m'approcher pour me dire « Fais attention parce qu'en fait, ce qui se passe avec toi, c'est qu'il y a quelqu'un par derrière qui passe pour proposer ce produit que tu... donc, c'est quelqu'un pas d'une franchise, mais quelqu'un qui passe par derrière pour proposer le même produit. Et il rentre dans le pipe de l'entreprise, mais par une autre porte. Et je me suis rendu compte que c'était ça, parce qu'à chaque fois, et j'ai eu la confirmation avec le dernier client que j'ai eu, qui était donc un ami des malades, donc qui est ami des malades. Et bon, comme je suis dans une chorale, donc ma chorale chantait pour les malades, des messes pour les malades. Et dans cette clinique-là, il était le responsable, donc il devait signer ce contrat-là. Et il m'a approché, il m'a dit « Ah, ma petite sœur, il y a quelqu'un qui est venu me voir, me proposant ça. Mais j'ai jugé bon de t'avertir parce que je ne sais pas si c'est la même offre et tout. » Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait dit, donc ce que le grand frère avait dit quand il m'avait alerté, était la vérité. Et je me suis dit, écoute, 32 000 francs quand même, je n'ai que ça. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas pu avoir de commission. Ça fait combien de temps comme ça on peut évaluer? Je ne me souviens plus trop. Plusieurs mois? Oui, plusieurs mois en tout cas. C'est pas vraiment trop frais dans mon esprit. D'accord. Alors depuis que j'ai commencé, je suis toujours restée sur les 32 000 francs et tout. Et j'ai changé, j'ai demandé même à changer de service. Et celui qui m'a accueilli dans son service, il m'a dit, écoute, 32 000, écoute, toi, tu n'es pas à 32 000 frais, tes parents ont de l'argent. Je dis, ok, peut-être que mes parents ont une bonne situation, mais ce sont mes parents. Ils ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont. Et moi, j'ai besoin de travailler aussi pour avoir ce que j'ai. Avant ça, j'ai oublié de donner un fait. J'avais postulé dans une entreprise de téléphonie mobile qui recherchait des conseillers clients. Et donc, quand je suis partie là-bas, ils m'ont dit, quand ils ont vu mon CV, « Ah non, nous, on cherche Bac+2. Donc, les gens comme vous, on ne peut pas prendre, vous avez beaucoup de qualifications et tout ça, on ne peut pas vous prendre. » Je dis, mais pourquoi ? Ils disent, mais en fait, il y a des personnes qui sont promotionnaires à vous, ou alors qui ont le même niveau que vous, qui seront vos supérieurs hiérarchiques. Et on n'a pas envie d'avoir quelqu'un d'aigri à ce poste-là. Je dis, mais je cherche du travail. Donc, j'ai vraiment pas, je ne suis pas dans cette optique-là d'être aigri, j'ai besoin d'avoir quelque chose. Et puis, généralement, ce genre de contrat-là, c'est sur 2 ans. Donc, je veux dire, sur 2 ans, je me débrouille. Ils ont dit, non, on ne vous prend pas. Donc, c'est après ça que je suis rentrée dans la compagnie en question. Et puis, donc, quand je me rends compte que ça ne peut pas aller avec les 32 000 francs et puis pas mal de situations, j'avoue que je n'ai pas partagé avec la personne qui m'a reçue dans son entreprise parce que je me suis dit, on m'a ouvert une porte, je ne vais pas aller pleurnicher pour un petit bobo. C'est vrai qu'on n'a pas discuté grille salariale ensemble, je me suis dit, je suis rentrée et je me débrouille pour le reste. Je n'ai pas allé pleurnicher pour dire, ah voilà, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ou bien voici ce qui se passe et tout. Je suis quand même une adulte, donc si je vois que c'est pas ce que je sens, je pars. Et
À ce moment-là, je suis un peu très très proche d'une communauté nouvelle et je fais un deal avec le Seigneur. Je dis, écoute, je vais déposer mes CV un peu partout. Je quitte cet endroit, je dépose mes CV un peu partout. Et si au bout de 3 mois, toi et moi on se donne 3 mois, si au bout de 3 mois, aucune entreprise ne m'appelle, je vais donc supposer que je suis appelé à une vie missionnaire. Parce que je ne comprends pas, peut-être que c'est à ça que tu m'appelles, parce que je ne comprends pas pourquoi toutes mes connaissances sont déjà dans le monde du travail, ont déjà une belle situation et moi pas. Donc c'est le deal, donc je vais à l'intérieur du pays, dans cette communauté-là, je passe le temps que j'ai à passer, et puis vers la fin donc, de ce temps que j'ai pris avec le Seigneur, je reçois un coup de fil de quelqu'un de ma famille qui travaille dans une autre compagnie de téléphonie mobile, et qui me dit, écoute, est-ce que tu travailles en ce moment? Je dis non. Elle me dit, écoute, l'entreprise en question, je suis la recrute et on cherche des conseillers clients. Alors, ça va commencer avec un stage pour 1 mois, 75 000 francs. Après, tu passes à 300 000 et puis après, au fur et à mesure, le salaire... C'est bien loin de 32 000 francs. J'ai dit, franchement, entre 32 000 et 75 000 en passant par 300 000, je ne vais pas cracher là-dessus. Alors, c'est comme ça que je rentre dans cette compagnie de téléphonie mobile en 2007. Voilà, je rentre dans une téléphonie mobile en 2007. Et puis, je vais faire donc mes preuves dans cette compagnie en tant que conseiller client, centre d'appel. Et il faut dire qu'en 2008, donc on a une directrice des ressources humaines, on a un programme qui nous permet qui permet justement au top management de venir voir ce qui se passe avec les clients. C'est vrai qu'au centre d'appel, on est en back-office, mais on est en relation directe avec les clients. Donc, ce programme-là est un programme d'ambassadeur. Donc, le manager, le directeur et ambassadeur de son entreprise essaie de voir comment ça se passe avec les clients. Et pendant toute une journée ou une demi-journée, je pense bien, j'ai coaché cette dame-là, une très grande dame. Et elle a été vraiment captivée par ma manière de gérer donc, les clients et elle a demandé à ce qu'on lui transmette mon CV. Il faut dire que quand je rentrais dans l'entreprise, elle n'était pas encore présente. Donc elle est venue bien après. Et quand elle a vu mon CV, elle a demandé à me recevoir. Et quand elle m'a reçu, elle m'a dit, mais c'est curieux, vous avez ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites au centre d'appel? Et je lui ai dit, je n'ai pas eu d'autre opportunité, j'ai pris ce qu'on m'a donné, voilà, j'y suis. Elle me dit, mais en fait, pour elle, ceux qui ont c'est pas qu'on minimise ceux qui sont au centre d'appel, mais généralement, centre d'appel, ce sont soit des étudiants, soit des personnes qui ont bac plus 1. C'est un peu le bas de l'échelle, en fait. Voilà, bac plus 1, limite bac plus 2, mais pas plus. Et est-ce qu'il y a des personnes comme vous qui sont... Je dis, mais en fait, je suis rentrée, il y a des personnes qui sont là depuis plus de 5 ans. Qui sont à ce poste-là. Mais c'est pas normal et tout. Et elle m'a dit, et qu'est-ce que vous voulez faire si jamais je vous proposais une position là maintenant, qu'est-ce que vous choisissez? J'aimerais j'aimerais faire ce pourquoi je suis partie à l'école, donc la communication interne. Elle me dit, mais malheureusement, ce poste est déjà pris. Je lui ai dit, je vais patienter le temps que ça va prendre. Puis elle m'a dit, tel que je vous vois et avec votre franchise, un jour vous aurez ce poste-là. Je ne dis pas que c'est grâce à moi que ces personnes-là, donc mes collègues de l'époque, donc qui étaient rentrés avant moi, ont eu la porte qui s'est ouverte, mais toujours est-il que par quelqu'un qui est venu me voir, la personne m'a dit, écoute, vraiment merci, tu allais parler à la dame là, apparemment on commence à descendre. Effectivement, donc cette vague-là de mes collègues qui étaient là depuis longtemps, certaines ont commencé à descendre en agence, d'autres dans d'autres services, elles ont été vraiment revalorisées à ce niveau-là. Et mon contrat devait prendre fin, donc la dame est partie, et mon contrat devait prendre fin. Donc après 2 ans, j'étais en CDD, et je postule en interne, et puis mon entretien ne passe pas. Et donc on me dit que mon contrat va prendre fin. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et pendant ce temps-là, c'est quand même bizarre, ce qui se passe, c'est que pendant qu'on me dit, à la même direction des ressources humaines, où on me dit... ton contrat va prendre fin, quelqu'un d'autre m'appelle pour me dire il faut que tu passes récupérer un courrier parce que tu passes en CDI. Alors, je ne sais pas s'ils ne se sont pas parlé, mais toujours est-il que quand je suis venue chercher mon courrier, le lendemain, quelqu'un m'a appelé pour me dire ah, mais viens prendre ton document parce que ton contrat finit. Je dis mais c'est bizarre parce qu'on me dit que je commence, mon contrat finit, ok. Oui, mais est-ce que tu as trouvé du travail ailleurs? Je dis mais non, puisque je suis encore dans l'entreprise, j'ai signé mon CDI et je commence au mois de septembre, après mes congés.
comment ça, dans quelle direction? Oui, je suis toujours dans la même direction, mais je suis en back-office. Donc, c'était quand même assez bizarre pour dans la même direction des ressources humaines. Et donc, je vais donc continuer mon parcours et tout, au back-office, traiter les réclamations des clients et tout. Et puis, dans ma vie personnelle, je vais avoir beaucoup de difficultés, d'énormes difficultés financières, des difficultés très, très personnelles, dont je ne vais pas étaler, bien sûr, ici. Merci. Et pendant que j'ai ces problèmes-là, donc je vais postuler, il y a une position qui se propose donc, à la communication interne en 2012. Je passe l'entretien. Malheureusement, je ne suis pas prise. En 2014, je traverse une très, très grosse crise encore personnelle. Et puis, il y a une de mes filleules, ma filleule qui travaille dans la même entreprise que moi, qui me dit, Marraine, postule, c'est pour toi. Je dis, mais ils ont passé l'appel à la candidature quand j'étais pas en congé. Et là, quand j'étais en congé, et là, ça va être compliqué. Elle me dit, postule. Donc, j'appelle quelqu'un dans les ressources humaines. Je lui dis, comment ça se passe, comment je dois faire. Il me dit, ok, viens. C'est pas grave, t'as pas besoin. Tu vas faire le test psychotechnique et puis le reste. Et c'est comme ça que je vais être prise donc à la direction des ressources humaines même. Et j'ai le poste de chargé de communication interne et événements. L'ambition originelle. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment pendant que j'ai toujours ces problèmes-là personnels en entreprise, je me bats. Je me bats toujours en entreprise. J'ai face à moi un directeur des ressources humaines qui est assez, pas vraiment facile, parce que me traiter de nulle, d'incompétente, de tous les qualificatifs en tout cas. Il faut dire que je suis venue et j'avais mon seul responsable hiérarchique, en fait, c'était lui. Et j'ai pas eu de repères, c'est-à-dire que mes seules bases que j'avais, c'est ce que j'ai appris à l'école et ce que je faisais à gauche et à droite dans les apostolats. Mais c'est pas la communication d'entreprise en tant que telle. Donc, je me suis construite toute seule avec les conseils de certaines personnes qui sont passées par là, en essayant de regarder donc les mails des personnes qui m'ont précédée, et puis bien sûr avec le coaching de certains de mes collègues. Donc c'est comme ça. Et je vais encore traverser une grosse, mais une énorme tempête, et celui qui va être donc informé de ce qui se passe dans ma vie, c'est donc mon supérieur hiérarchique qui est le directeur des ressources humaines, qui savait très bien ce que je vivais. Et au moment de l'évaluation, il va me dire écoute, tu as 0,80 comme note parce que tu es nul depuis que tu es arrivé, depuis que l'autre est parti. On sent que ça ne bouge pas, tu n'évolues pas, tu fous absolument rien. Et puis la situation que tu as vécue là, en fait, ça doit être ce que tu as vécu là, ça doit être parce que justement c'est ce que tu vis qui fait que ton rendement est complètement nul et tout ça. Et puis j'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Ce que vous me dites, c'est vous qui êtes le chef, il n'y a pas de souci. Et je suis allée m'asseoir et puis j'ai regardé, j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce que je traverse en ce moment. Alors, moi je te dis un truc. Si cette note-là, je la mérite, tu fais ce qu'il y a à faire parce que tu connais ma situation et tu sais ce que je vis en ce moment. Mais si par contre, Seigneur, je ne mérite pas cette note, fais-moi justice. De tout temps, depuis que je suis petite, j'aime la cuisine. J'aime la cuisine et pour essayer en fait d'arrondir les fins de mois, j'essayais de faire des petits trucs, des petits sandwichs au bureau, des petites prestations. Mais il faut dire que je suis tellement passionnée qu'en fait, c'est vrai que j'étais au besoin, j'avais besoin d'argent parce que ça n'allait vraiment pas. Mais je faisais tellement, ma passion me prenait, mais je faisais et je m'endettais encore plus que je n'étais endettée. C'est-à-dire que je vendais à perte en fait. C'est-à-dire que ça ne rapportait même pas. Donc je faisais ça pendant que j'avais pris même un crédit à la banque. Et je vous dis que donc c'était en 2015 et j'ai fini, ce crédit a pris fin en 2020. 5 années. Voilà. Donc, j'ai pris ce crédit en 2000, je crois que j'en ai pris 2 en même temps, voilà. Et j'étais coupée. Donc, quelqu'un qui a un très bon salaire, mais je ne m'en sortais pas. Je fais quelque chose et je le fais à perte. Parfois, il m'arrivait de ne pas avoir même de quoi me déplacer. Mais ça, mes proches ne savaient pas. Mes collègues ne pouvaient pas savoir que si j'attendais quelqu'un
Pour que la rentrer? personne finisse à 18h, 19h pour finir, c'est pas parce que j'avais du travail à faire, mais c'est parce que je n'avais pas le nécessaire pour pouvoir rentrer chez moi. Et ça, je ne le partageais à personne. Et voilà, c'était juste mon accompagnateur qui le savait, mon responsable de mon groupe de prière qui savait, et vraiment 2 ou 3 intimes. Mais même dans ma famille ne savait pas ce que je vivais parce que je ne le montrais pas du tout. Je ne faisais tout. Et même une mère sait ce que son enfant vit, mais si l'enfant ne vient pas lui dire « voilà ce que je vis », elle ne pourra pas dire « c'est ce que mon enfant vit ». Mais c'est vrai que j'avais de l'aide de ma mère, mais son intuition de mère lui faisait poser des actes. Qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et elle me venait en soutien, sans que je n'aie à dire « maman, ça ne va pas ». Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui touche plus de 400 000 francs CFA à ce moment-là, se retrouve, c'est-à-dire que quand je reçois mon salaire, à la fin du mois, la banque commence à tout couper, je finis de payer le loyer et tout ce qui s'ensuit, et je me retrouve limite avec 25 000 francs pour finir le mois. Et c'est pas et je veux dire, je ne raconte pas ça pour raconter, pour dire que j'ai galéré, c'est la vérité. Voilà. Donc c'était vraiment très difficile pour moi. Et donc, quand c'est comme ça et qu'on vous dit, vous êtes nul, vous ne foutez rien, et que vous voyez que quand même vos collègues, parce que je viens du back-office, et donc mes collègues disaient, mais franchement, tu viens, tu pars chez les peuples pour aller chez les boss, là, donc vraiment, tu vas. Et donc, mes collègues étaient vraiment contents de ce que je faisais comme prestation. Ma consolation, c'était de voir un sourire sur le visage de mes collègues. C'était cette consolation-là. Et pendant que j'avais eu cette même mauvaise note-là, j'avais organisé un gros événement, voilà, dans un grand espace d'événementiel en Côte d'Ivoire. Et on était à 700 personnes. Et à la fin, on me dit, Michel, le directeur général te cherche. Gros stress. Panique à bord, puisque le même matin, mon supérieur hiérarchique me disait « tu es nul, tu vaux rien, tu as foutu la rouille, c'est du n'importe quoi ». Donc c'est le cœur vraiment chargé et pratiquement à 2 doigts de pleurer que je vais vers le directeur. Et le directeur qui me regarde et qui me dit « je suis fier de toi, merci pour ce beau travail ». Magnifique. La pression est tombée. Et j'ai été très encouragée. Et puis, dans cette mauvaise note-là, tout ce temps-là, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais un jour, je vais me rendre compte que mon évaluation a été prise en main par le directeur général, et les jours qui vont suivre, ma note est remontée à la note que je devais avoir. Et ce monsieur m'a appelé dans son bureau, il m'a dit « ne laisse plus jamais quelqu'un te dire que tu es nul et que tu ne fous absolument rien, parce que tu es quelqu'un qui vaut beaucoup, et tant que je serai là, je ferai en sorte que tu puisses aller de l'avant. Et ma porte est ouverte, tu peux rentrer, venir quand tu veux. Comment est-ce qu'il a pu savoir pour les brimades et les paroles méchantes? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas s'il a été informé, je ne sais vraiment pas. Alors là, le temps court. Oui, voilà, je vais aller à l'essentiel. Donc voilà. Et donc, quand je parlais du fait que des portes dans la vie personnelle sont fermées, et au niveau professionnel, ça commence à aller. À partir de ce moment-là, ça va commencer à grimper, revalorisation salariale. Je vais passer cadre. Je vais avoir un nouveau directeur des ressources humaines avec qui je vais avoir des relations mais superbes, vraiment top. Ça va être mon pote et tout ça. Après le désert, c'est Canaan, tout voilà, va bien. Tout ce qui passe très 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 bien au niveau professionnel. Et puis il va avoir une campagne dans le cadre de la journée de la femme où on parle de femmes passionnées. Et mon DRH va me dire, écoute, vas-y, montre ce que tu sais faire. Et je parle de ma passion de la cuisine. On est affiché dans toute la Côte d'Ivoire. Et puis, mes collègues donc, qui cherchent à déguster ce que je fais. Mais toi, tu fous quoi encore dans cette entreprise? Regarde ce que tu fais. Tu fais quoi dans cette entreprise? Ouvre ton restaurant. Je disais, non, on n'ouvre pas un restaurant pour ouvrir. On n'entreprend pas parce qu'on veut entreprendre. Il faut vraiment que ça soit l'appel à le faire. Et puis, voilà. Donc, je vais continuer à mener mon activité. Et puis, avec justement l'insistance de mes collègues, je vais ouvrir ce qu'on appelle des tables d'hôtes. Donc, je vais recevoir des collègues en soirée ou des amis en soirée qui vont payer pour la prestation que je vais faire. On va cuisiner ensemble. Bon, vers la fin, c'était moi qui me retrouvais seule à cuisiner. Parce que le but, c'était un after-off culinaire. Mais vers la fin, c'était moi seul qui cuisinais. Et après, on se retrouvait autour du plat pour manger. Et j'ai commencé à avoir des commandes, des sollicitations. Et puis, c'est comme ça, même au sein de l'entreprise, des directeurs qui vont passer des commandes et tout ça. Et je continue mon boulot. Et puis, dans la même vague, donc on arrive en 2016. On retourne en 2016.
Il faut dire qu'en 2006, il y avait un prêtre qui me poursuivait pour que je puisse me mettre à écrire. Je ne savais pas trop ce que j'allais écrire en fait. Je pensais qu'il attendait à ce que j'écrive quelque chose sur la vie spirituelle, sur la vie des saints ou je ne sais pas quoi. Et en 2016, au cours donc, de la tempête que je traverse, je me mets à écrire sur la toile. Je commence ma première web nouvelle, j'en fais 2, et puis après je vais supprimer. Et en 2020, donc fin 2019, en 2020, je vais recommencer à écrire sur la toile, je vais recommencer mes web nouvelles. Et je vais être très très fatiguée en 2020, donc je pars à l'extérieur du pays, donc je pars en France pour 2 semaines, à la base pour 2 semaines. J'étais en mars 2020. Et puis Covid, je reste là-bas, je ne reviens plus, je fais du télétravail de là-bas et tout. Et je continue à écrire des web nouvelles. Et quelqu'un qui me dit, arrête, retire ces nouvelles-là de la toile et fais un recueil. Et je commence. Et donc, puis je continue. Deux passions cumulées, la cuisine et l'écriture. Voilà. Et je continue à faire donc parce que j'ai des publications de plats et tout ça. Et né d'une frustration d'un commentaire que quelqu'un a fait sur une de mes publications, je décide de créer mon propre site web. Je crée mon site web, je parle de moi, je raconte un peu ce que je fais, je raconte des histoires autour de ma cuisine, autour de tout ce que je fais. Je place aussi mes nouvelles. Et puis, voilà ce qui se passe. Et je rentre en Côte d'Ivoire, donc vers la fin de l'année. Je reviens en Côte d'Ivoire. Entre-temps, je démissionne de mon travail. Mais qu'est-ce qui fait le Alors, déclic ? qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, depuis 3 ans durant, je pensais à quitter l'entreprise et je voulais passer à autre chose. Mais je vais vous dire pourquoi mon parcours est assez atypique, parce que généralement, quand on veut quitter quelque part, c'est qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Mais moi, j'ignorais où est-ce que je partais. Parce que ma vie a toujours été ainsi, c'est-à-dire que j'avance avec le Seigneur. Tu me mènes là où tu veux me mener. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne avec le Seigneur. Néant, quoi. Dans le néant, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que je réfléchis, je dis, écoute, je suis là-bas. C'est pas que je cherche à caler là-bas, non, c'est pas ça. Mais je suis fatiguée. Mon activité, c'est du 100 à l'heure. Inspire-moi, Seigneur, ce que je dois faire, parce que je sais pas vraiment ce que je vais faire, mais j'arrête. Et finalement, j'arrête. Donc, le 15 août 2020, je quitte l'entreprise. Et puis je dis, je pense que je vais me mettre à mon propre compte, mais je ne sais pas trop exactement. Je me dis peut-être que je vais faire chef cuisinier à domicile. Donc je vais faire ces prestations-là. Et j'avais déjà commencé pendant Covid, c'est-à-dire que là-bas en France, j'avais des commandes de certaines personnes, de quelques personnes. Je cuisinais et puis je leur faisais partir. Mais puisque je n'étais pas immatriculée, il y avait tout un truc, donc je ne pouvais pas faire ça de manière officielle. Donc c'était vraiment un peu compliqué. Donc quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, j'écris une dernière nouvelle, et là je décide de faire un recueil de nouvelles en ligne. Et donc je lance mon recueil de nouvelles en ligne qui est sur une plateforme d'achat internationale. Donc je lance mon livre. Et il y a un grand frère qui est écrivain qui me dit « Ah non, nous on est traditionnel, on n'est pas de l'ère numérique comme toi. Il faut que tu fasses un papier physique pour nous. » Je dis « Ok, bon. » Et c'est comme ça que je décide de faire sortir mon livre. Quand je quittais la Côte d'Ivoire, je ne pensais pas à écrire un livre. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je ne pensais même pas que j'allais créer ma propre entreprise. Après le livre, je me dis « Écoute, normalement c'est une année sabbatique que j'ai prise. Et je vais me reposer et tout. Et après le livre, je dis, bon, j'aime cuisiner. Les gens m'attendent au restaurant, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Dans ma cuisine, j'aime ce qui est épicé. J'aime vraiment, comme on dit, pimenter mes plats. Et donc, c'est comme ça que je vais faire plusieurs tests à des amis. Je vais leur faire goûter des piments de mes compositions. Et puis, 3 vont ressortir. Et c'est ces 3-là que je vais commercialiser. Et donc, j'ai créé ma propre marque de piments. Et aujourd'hui, je me retrouve à créer ma propre entreprise. Mon entreprise, donc, qui fait à la fois conseil en communication, en événements. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me sollicitaient, même avant, pendant que je travaillais, et même aujourd'hui, qui continuent de me solliciter. Ah, j'ai ouvert telle ou bien j'ai telle activité, donne-moi des conseils. À l'époque, ce n'était pas rémunéré. Maintenant, quand je dis c'est rémunéré, on me dit, j'ai dit oui, maintenant, je n'ai plus de salaire. Donc maintenant, c'est de ça que je vis. Donc, je donne des conseils en événements. Je peux proposer des concepts pour des activités, si des entreprises me sollicitent, bien entendu. Et puis, j'ai ma marque de piment
que je suis en train de lancer. Et j'ai mon livre qui est sur le marché. Et voilà comment je suis en train... L'entreprise n'est pas... Donc, c'est encore au niveau de tout ce qui est administratif, mais c'est comme ça que l'entreprise est en train de naître. Et je pense que d'ici peut-être à la fin de ce mois, j'aurai tous mes papiers. On le souhaite grandement. Ok, On le alors souhaite là, grandement. bon. C'est un Applaudissements, parcours. Un parcours. Voilà, comme Tu te rends l'as compte dit. qu'avant même d'avoir le travail, Uh-huh. la difficulté pour l'avoir. Et on sait qu'il y a énormément de jeunes qui finissent avec un niveau assez acceptable et qui ont du mal à s'intégrer. Heureusement qu'il y a des connaissances qui peuvent intervenir parfois. Mais ce c'est n'était pas dommage. facile parce que mon père est passé par ses connaissances d'abord. Mais ça, Et ça a c'est duré pas- quand même, ça a duré quand même 2 ans. Parce que de 2004 à 2006, pour que l'autre connaissance, donc j'ai quand même fait 2 ans sans travailler en entreprise. Enfin, j'avais jamais travaillé en Ça va certainement entreprise. encourager beaucoup de personnes qui Voilà, nous regardent. mon père qui avait d'énormes connaissances, des amis. Ah, pardon, ma fille, envoie-moi son CV. Peut-être que mon CV m'a dû servir pour faire emballage avec vos photos des gens, je sais pas. Voilà. Moi, je veux juste retenir une chose, en fait. Quand il y a une étoile ou une lumière sur toi, rien ne peut empêcher, en fait. Et c'est souvent pas Voilà, facile. la cuisine, tout le monde parle de ta cuisine, quelque chose qui est normal pour toi, quelque chose qui est... Voilà, mais on en parle comme si c'était quelque chose de... Voilà. Je veux juste revenir sur un petit truc rapidement, c'est vrai que le temps passe. Je veux dire une chose. Quand j'étais en classe de seconde, on avait fait un projet sur la transformation des produits. Et j'avais fait, je me rappelle que si j'ai encore ces trucs à la maison, si je n'ai pas encore déchiré, j'avais fait justement quelque chose qui parlait de transformation de prêt à consommer. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire ça. Voilà. Je voulais être dans le tourisme, hôtellerie et loisirs. On a appelé un de mes oncles, mes parents ont appelé un de mes oncles pour me déconseiller. En Côte d'Ivoire, ça ne marche pas, tu ne pourras pas travailler dedans. Donc c'est par dépit que j'ai choisi ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je veux dire, mon passé me rattrape. Exactement. Madame Oka, belle histoire, hein, voilà. Très belle histoire, de fascinante. Michel. Ça vous inspire? Ben, je peux dire beaucoup, parce que je suis un peu entreprenante aussi. Quand je dis un peu dans le prêt à consommer, et c'est quelque chose c'est une chose dans laquelle je me penche beaucoup, malgré que je sois salariée quelque part, parce que on va pas rester salarié toute une vie. Il faut bien passer le cap et puis continuer autre chose. Donc vraiment, j'ai adoré l'histoire. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Non, je veux rebondir sur la question. On ne va pas rester salarié toute notre vie. Est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre finalement? Est-ce que tout le monde est appelé à le faire? En fait, ce que je peux dire là, c'est que je sais une chose, chacun de nous a un talent. Et il faut le détecter. Une fois que c'est fait, c'est vrai qu'on peut ne pas écouter les autres, parce qu'elle a parlé de quand même 10 années où on lui a dit qu'elle allait écrire quelque chose, elle n'a pas cru, mais ça l'a rattrapé. Donc, quand on sait qu'on a un talent, il ne faudrait pas fermer les yeux dessus. Et surtout quand on a Dieu avec nous, il faudrait lui demander la force de pouvoir mettre à évidence ce talent et puis nous permettre de l'exercer. Ça peut être dans n'importe quel domaine, à n'importe quel niveau, mais on a un talent, ça c'est sûr. C'est sûr. Merci à vous, Madame Oka. En fait, est-ce que le salaire seul suffit aujourd'hui, en fait? Le salaire seul ne suffit Voilà, pas. c'est là la vraie question. Le salaire seul ne suffit pas parce qu'il y a toutes les charges. C'est ça. Il y a toutes les charges, il y a pas mal de choses qu'on veut faire pour la famille. On veut Exactement. pouvoir aider les parents, on veut pouvoir se faire plaisir aussi à soi. On veut pouvoir aussi... voilà, on a beaucoup de filles, on a beaucoup de neveux, on a des enfants. C'est ça. Et on veut même pouvoir, si on a des enfants, on veut même pouvoir construire leur avenir. Bien sûr. On ne peut pas. C'est-à-dire que, en fait, je me rappelle quand on était au boulot, quand le salaire arrive, on dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas bassé l'argent là? Parce que on te paye le 28 ou le 25 du mois, le premier, ton argent est fini. C'est ça. Et c'est pas que tu vis au-dessus de tes... Bon, c'est vrai, c'est pas que tu vis forcément au-dessus de tes moyens, mais quand tu calcules tout ce que tu dois faire, Les charges. voilà, c'est pas possible. La vie est vraiment compliquée. Ça en ne fait. suffit même pas. Ça suffit pas. Oui, mais on critique le salaire, mais il a pour lui la stabilité. Parce que l'entrepreneuriat aussi, ceux qui se lancent là, il faut qu'on leur dise que des fois, quand tu commences, tu peux passer des mois sans te payer toi-même. Hein. Mais bien sûr. Et puis souvent, tu as envie de grignoter. Tu te dis, tu peux ne pas fermer les yeux. Tu te dis, bon, normalement, cet argent-là, c'est pour ça.
Mais tu as tellement besoin d'argent Exactement. que tu te dis, tiens, c'est pas grave. Le fonds de Mais commerce quand tu prends finalement, qui disparaît. c'est-à-dire que tu te sers dans ce que... Et moi, je suis dans ça. Je ne cache pas que je suis dans ça. Mais tu te dis, oh, ok, j'ai vendu pourtant. Ah, mais c'est bon, je vais pouvoir prendre ça. Parce que je voulais faire ça là même. Bon, voilà l'argent qui est là. Et puis vraiment, tu t'assois à un moment donné, tu as besoin de prendre ta matière première. Tu te rends compte qu'il n'y a plus de sous pour ça. C'est ça. C'est une réalité. Et comme on nous dit, on n'entreprend pas qui veut entreprendre. Voilà. Moi, je ne pouvais pas imaginer que j'avais cette carrure-là de pouvoir le faire. Non. Et puis, c'est pas parce que, justement, comme je disais toujours à mes collègues, c'est pas parce que tel a ouvert un restaurant, pas parce que je sais cuisiner C'est ça. que je vais ouvrir un restaurant. Quand j'étais en France, j'ai un grand frère qui m'a dit, tu as peur de la concurrence. Je dis, non, c'est pas que j'ai peur de la concurrence. Mais en fait, le problème ici en Côte d'Ivoire, c'est que les gens n'ont pas d'imagination. Tu vas faire, je sais pas, du hamburger à base avec de la toupou. Je vois, ah, Il y a ça eu, marche, il y a eu un je vais conflit, faire la il y a eu même un chose. conflit entre deux personnes par rapport à Je ça. vais faire la même chose. Non. Qu'est-ce que tu peux faire pour innover? Parce que tu as Le un plus. talent, en fait. Et c'est ça le truc, en fait. Oui, le talent. Le problème, c'est comment reconnaître peut-être son talent. Parce qu'il y a des gens qui aiment des choses, mais qui ne sont pas forcément C'est ça. Non, à la hauteur. Voilà. Je peux aimer quelque chose Oui. et puis ne pas être capable, comme le je vous ai dit, produire. j'aimais faire la cuisine, j'aimais faire plaisir aux gens. Quand j'ai commencé, on me dit, fais des sandwichs pour le petit déj, on va acheter, on va payer. Mais comme je fais, et puis moi, quand je fais mes choses, ce n'est pas des petits trucs. C'est-à-dire que c'est vraiment, je veux que ça soit vraiment quelque chose de qualité. Michel va aller te prendre du pain viennois. Il coûte combien le pain viennois? Elle va te prendre du jambon. Il coûte combien le jambon? Elle va venir te prendre. C'est joli, c'est bien designé. Mais tu fais ça, mais il faut aussi penser à la poche des personnes qui achètent. Donc tu as dit, bon, c'est pas grave, je vais pas faire ça trop cher. Mais finalement, tu ne gagnes rien dedans. Tu ne te rembourses juste pour pouvoir te permettre mais tu n'as pas de bénéfice dedans. Mais si tu n'as pas cet appel-là à entreprendre, n'entreprends pas, ne fais pas cette erreur-là. C'est pas ton appel. Là où est mon souci, c'est ça. Comment sentir qu'on est appelé à entreprendre, on n'est pas appelé à entreprendre? Là, vous avez pris la décision de démissionner. Madame Okal a dit, elle est encore en entreprise, mais elle entreprend. Bon, d'où vous êtes venu d'abord ce besoin d'entreprendre là? Pourquoi entreprendre? Et vous, pourquoi vous avez décidé de démissionner? Bon, je commence. Madame Okal par elle, commence. et puis- Je peux dire comme ça que je ne sais pas trop. Et parce que j'ai même un ami qui m'a dit, toi tu vends, parce que me connaissant pas trop, enfin je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, comme il m'a connu dans le temps, mais j'ai changé aujourd'hui. Il était étonné et j'ai vendu. Je vendais, j'avais les approches qu'il fallait, j'arrivais à écouler ce que j'avais comme marchandise dans le temps. Et puis, par exemple, ce que je fais là aujourd'hui, c'est quoi? Je me retrouve accompagnant toujours des gens à l'aéroport, il y a toujours de la ticket qui revient dans les chariots, et puis il y a le poids, il y a ceci, il y a cela, et puis paf, je reçois un truc comme ça du genre, pourquoi ne pas alléger les bagages en puissant emporter ce qu'on veut? Et j'ai commencé à fouiner dans ma tête, et on a commencé, le Seigneur au moins quelques petites choses, et bon, qui plaisent. Je ne vais pas dire un peu tout ça Oui. là, mais bon, Sois qui prudent. plaisent, et puis ça commence à partir tout doucement. Mais le truc, comme le disait Manuela, encore accroché au petit salaire, parce qu'il est utile pour le moment, et aussi parce que je n'ai pas encore eu le OK de mon Seigneur et mon Dieu. Donc, quand ça sera fait, ben, je vais passer le cap. J'aime bien cette phrase-là, parce qu'on est très nombreux à se lancer d'abord, quand on se cogne la tête, Seigneur, sauve-moi. Alors qu'il est plutôt important de commencer. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas le temps? Enfin, moi, j'ai besoin de vous comprendre parce que nous aussi, peut-être qu'on veut se lancer. Bon, on a peur, vos signes peuvent nous aider, nous autres. Qu'est-ce qui vous dit Effectivement. que ce n'est pas encore le moment? Effectivement, il y a cette peur-là de l'inconnu. C'est vrai, je me lance et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Je regarde mes charges, je suis inquiète quelque part. Mais comme vous le dites, peut-être que j'ai senti cela depuis, j'hésite, mais j'ai besoin d'un coup de pouce, il va venir. Il va venir. Il va Vous ne vous venir. sentez pas encore prêt pour faire le grand saut. Le grand saut. Le Michel. coup de pouce de Michel, j'aimerais ça, bien en savoir. fait. Donc Michel Voilà. va nous dire un peu comment ça l'a Ils sont pendus, motivé. hein, ils sont pendus à tes lèvres. Non,
on va me dire que je suis une planeuse. D'accord. Bon, en fait, c'est vraiment, comme je dis, c'est une question de discernement et puis d'appel. Et là, je pense qu'on s'adresse, c'est vrai qu'il y a le public est large, mais en majorité chrétien, et je suis chrétienne, catholique, engagée, et je fais jamais rien sans Dieu. Toutes les fois où j'ai fait quelque chose sans le Seigneur, j'ai quand même vu les résultats, les retombées, comme on dit. Je suis partie de quelqu'un avec qui j'échangeais qui m'a dit, généralement, on dit qu'on a soumis au Seigneur quelque chose. Mais en fait, on lui dit ce qu'on va faire. On lui dit, on t'a présenté, Seigneur, ce qu'on va faire. Mais ce n'est pas ça. Il faut dire, Seigneur, toi et moi, nous allons faire ça. Est-ce que tu penses que c'est le moment pour que toi et moi, nous puissions nous engager? Le mettre dans notre barque. Une chose. En tout cas, moi, je m'adresse aux chrétiens. Maintenant aussi, et ceux qui ne sont pas chrétiens aussi, mettez Dieu dans votre barque. Voilà. Voilà. Mettre le Seigneur dans la barque, première des choses. Deuxième des choses, en fait, il y a partout des signes avant-coureurs. J'étais fatiguée. C'est vrai que j'ai récemment passé un entretien juste pour passer. J'ai été appelée par une entreprise récemment et pour le fun, je suis partie faire l'entretien, mais je savais que j'allais pas être retenue et puis je savais que de toute façon, vers la fin, quand ils m'ont dit qu'est-ce que j'allais faire là-bas et tout. Mais je disais, mais écoute, mon corps était fatigué. J'étais du sang alors que j'étais complètement fatiguée en fait. J'aimais mon boulot. L'entretien, le monsieur me dit, mais avec tout ce qu'on voit sur vous aimiez tellement votre entreprise, vous aimiez tellement ce que vous faisiez. Vous étiez même l'ambassadrice même sur les réseaux de ce que vous faites comme travail, parce que ça donnait envie. Si vous étiez dans ma liste d'amis sur les réseaux sociaux, il y en a qui avaient envie de quitter leur boîte pour venir travailler déjà avec mon patron, parce qu'ils étaient subjugués par les relations que j'avais avec mon patron, par tout ce que je faisais de mon boulot là. Mais comment est-ce que tu peux quitter ce truc-là en fait? Tu aimes ton boulot et tu t'en vas. C'était le moment. Tout simplement. C'était le moment. C'est-à-dire que, comme je dis, ça faisait 3 ans, j'avais dit, enfin en 2020, j'avais dit, il y a 3 ans avant 2020, j'ai dit, en 2020, moi j'arrête de travailler, je passe à autre chose. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais qu'il faut que je passe à autre chose. Donc je suis partie dans la tête de me dire, écoute, j'ai besoin de me reposer. Donc, je vais prendre une année sabbatique. Mais l'année sabbatique, elle n'a même pas été sabbatique, en fait. Parce que je me suis dit qu'après l'année sabbatique, j'allais pouvoir me réorienter dans quelque chose de bien spécifique. C'est pour ça que je dis, moi, mon parcours est atypique. Il y en a qui vont planifier. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut planifier. Il ne faut pas faire comme moi. Il faut planifier. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller et ce qu'on veut faire exactement. Et c'est ça le truc, en fait. Donc, le déclic est parti déjà, il faut écouter son corps. Parce que quand on n'écoute pas son corps, un beau matin, on va voir, elle était si gentille, elle était si jolie. Il faut écouter son corps. Et j'étais fatiguée. J'étais extrêmement fatiguée. Et ensuite, il faut pouvoir aimer ce qu'on fait. J'aimais mon boulot à fond, mais j'aimais faire la cuisine. Et puis, j'aime écrire. Et quand j'écris, même d'ailleurs, les gens se plaignent. Parce qu'on dit que j'écris comme... Quelqu'un me disait, tu écris comme une communion en transe. Parce que j'écris, ça finit pas. Et... j'aime écrire. Donc, partons du fait de ce que j'aime faire. Ok, c'est le talent que tu m'as donné, Seigneur, parce que c'est ce que j'aime faire. Je sais très bien le faire. Comment est-ce que je peux l'exploiter? C'est comme ça qu'on peut présenter les choses. Et tu pèses le pour et le contre. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais faire? Est-ce que je pense que c'est le moment de le faire? Si je le fais maintenant, qu'est-ce que ça peut m'apporter? C'est ça. Voilà, ce sont les questions qu'il faut se poser. Déjà, et se projeter dans l'avenir, se dire, bon, je fais ça, c'est pour faire quoi? C'est pour aboutir à quoi? Qu'est-ce que je pense que dans 5 ans, qu'est-ce que je vais faire de ça et ça? Il faut vraiment planifier, il faut se faire accompagner. Il y a des personnes qui peuvent vous accompagner. Si vous n'avez pas de structure, si vous n'avez pas la possibilité d'aller faire ces structures-là, étatiques, qui peuvent vous aider, il y a des personnes forcément dans vos connaissances qui peuvent vous aider à pouvoir vous lancer. Moi, quand j'ai fait ma publication où je disais que j'étais frustrée, là, j'ai une grande sœur ce qu'on appelle du coaching sur la toile. Moi, j'étais vraiment très réfractaire à ce genre. Je dis, moi, les coachs, franchement, c'est non. Elle m'a dit, moi, je veux t'aider, en fait, parce que tu as un potentiel. Et on a échangé.
On a échangé, c'était pas ces consultations qu'elle a l'habitude de faire avec les gens. Non, 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 on a échangé. Et sur les différents échanges qu'on a fait, j'étais toujours en France à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai pesé le pour et le contre. Elle m'a dit, fais ce point-là. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ça. Et puis après, elle m'a dit, reviens-moi. Je dis, ah, mais je pense qu'effectivement, là, tout est tellement... Claire. Déjà, je suis loin de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas revenir parce que ma santé est fragile. Donc, j'ai peur de prendre l'avion pour revenir. Deuxièmement, voilà ce que je pense. Donc, voici comment est-ce que je peux orienter. Et c'est comme ça que j'ai fait la chose. Troisièmement, j'aime écrire. Les gens aiment ce que j'écris. Donc, si je sors mon livre, ça peut prendre. Mais moi, comme je disais, à la base, ce n'était pas le livre physique, c'était le livre sur la toile. Voilà. Donc, c'est comme ça. Après, je dis, bon, chef à domicile. Et il y en a qui ont la paresse de cuisiner. Donc, peut-être que si je leur fais des prestations à domicile, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est ce que j'aime le plus faire. Qu'est-ce que j'ai chez moi déjà? J'ai déjà du matériel. Qu'est-ce qu'il me faut? Et lister tout. Il faut tout lister. Et à partir de là, maintenant, on peut se lancer. On ne se lance pas tête baissée. Donc, pour le résumer, c'est spirituel, c'est vrai, mais c'est pratique aussi. Oui, on ne se lance pas tête baissée. Ça voudrait dire quand les épreuves sont là, quand il y a les blocages, il faut les affronter. Parce que quand on se lance, certainement, il n'y a plus de sécurité financière. Voilà, je n'ai plus d'assurance à 100%. J'étais couverte à 100% assurance. J'avais un très bon salaire. Connexion Internet, je ne paye pas. Unité, je ne paye pas. Donc tous ces avantages sont à l'eau complètement. Et là, je reviens en Côte d'Ivoire. Les denrées même sont pas... C'est vrai que... quand je faisais les plats en France, ce que j'utilise, c'est vraiment pas du tout excessif comme les prix en Côte d'Ivoire. Je suis obligée de m'adapter avec les prix d'ici. Donc j'aime tellement faire des choses extravagantes dans ce que je fais, que j'ai des difficultés. C'est perfectionniste en fait. Voilà. Non, on ne fait pas perfectionniste parce que je fais pas la cuisine classique. C'est-à-dire que ça vient paf dans ma tête et puis je fais. Voilà. Donc, si je suis prête à m'endetter, en fait, je veux dire, je peux même ne rien avoir, mais il faut que je fasse ressortir quelque chose. J'aime cette phrase. Et c'est difficile pour moi parce que si j'ai besoin j'ai besoin de vivre, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je puisse utiliser des produits qui sont dans ce que j'ai, parce que je ne veux pas sur l'ordre. Pourquoi est-ce que je dis j'aime cette phrase? Parce que je veux que tu deviennes pauvre. Mais il y a beaucoup qui commencent l'entrepreneuriat plus pour l'argent que pour la passion de la chose. Il faut trouver quelque chose que tu peux faire gratuitement. J'allais dire, il faut trouver le juste milieu. Oui, en fait, je veux dire que... Pourquoi est-ce que je donne l'exemple? Quand tu fais quelque chose que tu connais et que tu aimes, que l'argent n'est pas la première base, tu es forcément utile. Et celui qui est utile est payé. C'est clair, mais bon, chacun a ses priorités dans la vie aussi et tout, mais bon. Et puis là, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est ça. Donc voilà, la passion, oui, mais il faut quand même aussi avoir de quoi pouvoir vivre. Quoi. Sa passion puisse la nourrir aujourd'hui, en fait. Hier, elle le faisait c'est l'objectif à long terme. Voilà. Aujourd'hui, ça m'intéresse, voilà, faire des choses par Excel. Voilà, ok. Alors, Madame Oka, je sais pas, on est pratiquement à la fin de notre émission. La femme, je vous pose une question à vous. La femme doit-elle forcément entreprendre en tant que femme pour pouvoir arrondir ses fins de mois, ou doit-elle se contenter du salaire qu'elle a? Parce que bon, ça part du niveau 1 au niveau 20, les salaires. Effectivement, la femme doit entreprendre, à mon humble avis, parce que c'est vrai, par exemple, moi je suis mariée, mon mari il a une partie des charges, peut-être la plus grande partie. Et si je n'avais pas quelque chose à moi, comment j'allais faire face à mes besoins propres et à ceux peut-être de la famille que j'ai? Donc, entreprendre, c'est pas mal. Ça permet d'arrondir effectivement les fins de mois, et beaucoup même. Ça permet de se réaliser, de se projeter aussi dans l'avenir. Parce que quand on a des petits projets, on ne va pas aller s'endetter forcément. On a peut-être une petite épargne quelque part qu'on peut utiliser à cette fin-là. Et aussi, entreprendre, quand on a beaucoup d'encouragement, ça paye. Comme elle a essayé d'en parler tout à l'heure, tu as une idée qui te vient à l'esprit, tu la partages, et puis il n'y a personne. Ou bien il y a des personnes qui te disent « Ah, c'est avec tes 1000 francs là. » Moi, j'ai entendu ça, hein, c'est avec tes 1000 francs là que tu penses t'enrichir, parce que le produit coûtait tant. Donc, le prix est tellement minime qu'on ne voit pas
quel intérêt tu as à te focaliser sur cet article-là que tu fais? Par contre, il y a des personnes qui sont prêtes à t'accompagner par leur encouragement simplement, en te disant que tu es sur la bonne voie. Ne baisse pas les bras. Et ça motive quelque part. Donc, entreprendre pour moi, c'est vraiment essentiel. Comme on le sait, le salaire, il a beau être élevé, il a beau être bas, il ne suffit jamais. Il ne suffit jamais. Et entreprendre, comme on a dit, entreprendre, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut se faire encadrer, il faut se faire accompagner. Et les conseils sont toujours les bienvenus. Ça permet d'ouvrir les horizons meilleurs. Ça permet de bien recadrer les choses et puis de pouvoir vivre de l'entrepreneuriat. Vivre de l'entrepreneuriat. Alors, Michel, avant de laisser la parole à Manuela, vous regardez toutes ces femmes qui vous regardent, toutes ces personnes qui certainement traversent des situations difficiles au travail. Elles ont des talents, elles ne savent pas s'il faut raccrocher, s'il faut se lancer. Elles n'ont pas eu cette grande sœur que vous avez eue pour vous coacher à un moment donné de leur vie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je dirais que tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Parce que on peut se lancer dans des choses et puis perdre tout complètement, alors que ce n'est pas ce qu'on devait faire. Ça, c'est une première des choses. Mais chaque femme est dotée d'un talent. Donc, c'est de savoir en premier lieu ce que je vais faire. Est-ce que c'est utile pour ma famille? Est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je pense que vraiment je pourrais? Parce que si, par exemple, je prends le cas de la femme qui travaille, si je travaille, est-ce que ne faut pas que ce que j'entreprends à côté vienne me bouffer sur mon devoir d'État principal qui est mon travail? Il ne faut pas que ça vienne me bouffer sur mon devoir d'État qui est ma famille. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Ensuite, une fois on se dit qu'on peut vraiment entreprendre, aller dans les trucs qui sont dans les choses, toutes petites choses. Ne pas aller chercher à copier. Je sais faire quoi? Je sais faire des chips. Je fais des chips. Je pense que si je vends des chips devant les écoles ou bien si je donne ça en entreprise, parce que c'est vrai, faut pas trop manger. Mais si, par exemple, il y en a qui aiment grignoter en entreprise, je peux écouler ma marchandise en entreprise. Partir, c'est des petites choses de rien du tout, déjà. Et puis, au fil du temps, essayer maintenant d'agrandir à côté, parce qu'on en a besoin. C'est vrai que le salaire seul ne suffit pas. Si une femme veut aider, si elle est mariée, elle veut aider son mari, à moins qu'il soit vraiment un richissime hyper, et même s'il est richissime, même si elle a besoin de pouvoir s'occuper de ses enfants. Et je pense que nos mamans l'ont fait aussi à un moment donné de leur vie. C'est-à-dire qu'elles avaient leur travail, il y en a qui étaient secrétaires, qui vendaient les petits yaourts, les petits gâteaux et tout ça. C'est ça qui leur a permis d'offrir des vacances à leurs enfants. D'offrir même des petits loisirs à leurs enfants. Donc, partir sur des petites choses, mais ne pas entreprendre pour entreprendre. C'est une des premières choses que je veux dire. Et puis surtout, et j'insiste, mettre le Seigneur dans sa barque. On ne peut pas faire quelque chose sans Dieu. Si on fait sans Dieu, c'est qu'on se fait soi-même. On ne se fait pas soi-même. Voilà. Merci beaucoup, Micheline. Manuela. Michel, je ne sais pas pourquoi. Bon, Michel, merci beaucoup. Un témoignage enrichissant pour nous. Merci à Madame Oka. Avant, je me permets de faire la conclusion, mais avant, je laisse la parole à Manuela. Alors, moi, ce que je retiens de ce parcours-là, c'est que, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, il viendra un moment où ça sera le passé, il viendra un moment où vous pourrez fortifier d'autres personnes, quelles que soient les critiques, quel que soit le mépris, même si on vous rabaisse, sachez toujours qu'en vous, il y a une étoile, il y a une lumière. Vous êtes une créature bien aimée de Dieu, vous êtes appelée à faire une chose extraordinaire. Trouvez-la, puis changez le monde. Changer le monde, femme, je voudrais te dire, toi qui nous suis aujourd'hui, si tu hésites encore à entreprendre, le Seigneur, sache que le Seigneur t'a donné forcément un talent, quelque chose qui bouillonne en toi, quelque chose que tu es en train de tout faire par ta peur, par tes hésitations, par ton doute. On a entendu Michel aujourd'hui, on a entendu Madame Oka aujourd'hui. C'est le moment, c'est le temps, il ne sera jamais l'heure pour toi si tu demeures dans l'hésitation. Lance-toi et fais de ce que Dieu t'a donné lumière et vie pour le monde entier. Soyez bénis.